What's up guys, Guts MMA, we are back cette fois-ci pour UFC Fight Night Adesanya versus Pyfer à Seattle demain samedi le 28 mars. Donc super belle carte, bon Fight Night pour de vrai. Des gros fights, presque top to bottom, même si c'est des gens moins connus parfois, je pense que ça va quand même deliver comme card. Avant d'enchaîner, comme à l'habitude, je vous rappelle, si vous aimez les breakdowns, ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, parlez-en. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et sinon, ça se passe sur Instagram, là, le plus de contenu que je fais. Et si vous êtes des degenerate MMA gamblers comme moi, vous voulez un petit edge sur les markets, avoir une idée de quoi parier, comment ça parier, c'est quoi les raisonnements, les grosseurs des mises, etc., ben, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur Patreon. C'est là que ça se passe. Puis sinon, n'hésitez jamais, là, je vous le rappelle souvent, là, mais si vous avez des questions, vous voulez jaser MMA ou quoi que ce soit, faites-moi un petit signe, ça va me faire plaisir, là, que ce soit sur Messenger, Instagram, dans les commentaires YouTube, whatever. Et dernière chose, il va y avoir les time frames dans la description. Donc, s'il y a des combats qui vous intéressent plus que d'autres, vous allez pouvoir vous situer là, dans la vidéo, comment ça se passe. Donc, on a 13 combats à breakdown pour le moment. Il n'y a pas de shit show, de weight miss ou de drama. Il reste, j'écoute la pesée en parallèle. Il manque 4 combattants à se peser. Sinon, tout le monde est on point pour le moment. Fait que, écoutez, let's go. Sans plus tarder, là, on commence avec le premier combat de la carte. On a Alexia Tainara qui va faire face à Bruna Brasil. Tainara qui est 13-1 chez les pros, 11-6-1 pour Bruna Brasil. Grosse favorite là, pour Tainara, même ça l'a enflé un peu plus que ça. Là. C'est des odds un peu hors de contrôle, je vous dirais. 28 ans, 32 ans, les deux chez les strawweight à 115 livres. Brasil qui a un avantage de taille de 2 pouces, mais c'est Tainara qui a 2 pouces de plus de range. Communauté, vous voyez, là, 94% du côté de Alexia, 6% Bruna Brasil. C'est le côté que je vais sider également pour vous donner une idée des odds, là, comment c'est rendu. Ah, on va fermer ça. C'est lequel qu'on regardait tantôt. OK. Donnez-moi un instant. Donc, Tainara, vous voyez, là, moins 800, moins 850, moins 600-ish. Donc, ça varie beaucoup sur les markets, là, mais ça a commencé à enfler pas mal. Puis, écoutez, quand même un match-up intéressant. Tainara qui est une prospect là, très prometteuse, là, à mon avis. Mais on va commencer du côté là, de Bruna Brasil. Puis quelque chose qui est quand même drôle de ce match-up-là, c'est que les deux combattantes se sont affrontées sur la scène régionale en 2019. Donc vous voyez, Bruna Brasil, elle a affronté Tainara déjà dans le passé. Et c'est elle qui a gagné le combat. Une guillotine au troisième round. Donc la seule défaite de Alexia Tainara, c'est face à Bruna Brasil. Plus c'est une favorite à moins 800-ish face à elle. Je comprends pourquoi, honnêtement, 2019, ça fait quand même là, ça fait les mathématiques. 7 ans, fait que tu sais, Tainara elle avait quoi, 22, 23 ans. Brasil est un petit peu plus mature, un peu plus complète à l'époque. Puis Tainara, je dirais peut-être plus reckless. Entre guillemets, c'était son début de carrière, vous voyez, il était juste 2-0 là, à l'époque. Combat relativement serré, mais là, elle tombe dans une guillotine au troisième round. Mais bref, depuis ce temps-là, Tainara a fait beaucoup là, de progrès. Et du côté de Brasil, si on commence de son côté, là, vous voyez son record, elle a 11 victoires, 6 défaites, pas mal une 50-50 girl. Elle s'est fait finir 3 fois par knockout, donc petit pépin de durabilité, j'ai l'impression. Je dirais pas que c'est une mauvaise combattante, mais elle tend à avoir de la difficulté contre un type d'adversaire quand même spécifique. C'est les adversaires qui vont mettre beaucoup de pression, qui sont très agressives, qui vont pas la laisser respirer à distance. Donc, Brasil, une fois qu'elle est sur le back foot, elle a beaucoup plus de difficultés trapper contre la cage. Elle deal pas super bien là, avec justement les gros power shots, l'adversité. Même quelqu'un qui est capable de la pressure, d'obtenir des takedowns, puis de la outstrike, c'est difficile un petit peu. Son volume debout, je veux dire, sa technique debout est décente. Mais elle a un très low output. Là, si on va voir les tables de statistiques, là, comme à l'habitude, shout-out Wheezy. Là, mais vous voyez là, à distance, là, Bruna Brasil qui place 3 coups, 3.03 coups là, par minute sur 6.6 attempts. C'est extrêmement low. Là. Vous voyez là, 54% moins des standards de la division. Là, donc très low output de la part de Bruna Brasil. Puis, du côté de Tainara, ben, c'est un peu l'inverse. Là. Elle frappe quand même comme une maniaque. Là. Elle a un bon volume pour la division.
Et c'est ça, Bruna Brasil sur le back foot, low output. Je dirais qu'au sol, c'est moyen. Sa takedown defense est correct, mais sans plus. Même, je dirais correct vers le bottom tier. Elle a give up des takedowns dans tous ses combats, à l'exception de un ici contre Shona Bannon. Sinon, toutes les autres fights, elle s'est fait takedown à répétition. Puis ils ont même des adversaires là, communes, les deux. Une adversaire commune en particulier. Là. Non, même deux, je crois. Là. Mais bref, Loma Lookboome et Molly McCann, si je ne me trompe pas. Et voilà, fait que voilà ce que je pense de Bruna Brasil. Elle s'entraîne avec les Fighting Nerds, mais je pense pas qu'elle va pop-off à cause de ça. Même que je pense qu'elle va avoir une rough night là, samedi. Puis du côté de Tainara, bon grappling, très agressive au sol. Elle chasse les soumissions comme une maniaque. Elle en a 8 à sa fiche et 8-1 à la sub. Donc très très dangereuse sur les tatamis. Puis vous voyez, elle a juste 3 combats au UFC level. Son compte dans la One Contender Series. Et elle a 4 sub-attempts. Donc 1, 2, 1. Donc agressive, elle shot une tonne de takedown. Tantôt, regardez les stats. Là, vous voyez, Tainara, là, c'est dans 2 combats au UFC. Ça compte pas Contender Series pour ces tables-là. 4.61 takedown par 15 minutes sur 9.22 attempts. C'est énorme. Elle est relentless. Puis elle peut avoir toutes sortes de takedowns, que ce soit des trips, des single legs plus classiques. Puis une fois au sol, non seulement elle chasse les soumissions, mais elle est très agressive avec le ground and pound. Elle look pour les hammer fists souvent, même quand ses adversaires se relèvent, là, les hammer fists close range pendant que l'autre essaie de get up, c'est assez brutal. Vous voyez, elle a quand même shiné à Contender Series, c'était pas du haut niveau. Puis elle est rentrée au UFC short notice contre Molly McCann à domicile là, à Londres, si je ne me trompe pas. Puis elle a fait une bouchée de Molly McCann, donc ça l'a pris un takedown là, littéralement, 2 sub-attempts, elle a choqué le first round, donc combat short notice à l'autre bout du monde, très très hot. Puis son deuxième fight au UFC contre Loma Lookboome, qui est une vétérante à ce point-là, qui est meilleure à mon avis aussi que Bruna Brasil, une bonne combattante, elle a un bon Muay Thai, puis habituellement Loma Lookboome, c'est elle qui mixe un peu les takedowns dans l'équation. Là, elle n'a pas réussi. C'est même Loma Lookboome qui s'est fait takedown à 5 répétitions. Elle s'est fait outstrike debout. Tainara, son striking est en développement. Je dirais elle a un bon volume, pas le plus technique, mais elle a des bons low kicks, un bon output. Elle est game d'échanger. Elle met de la pression, de l'agression. Puis on dirait qu'elle a un fun time aussi dans le cage. À l'inverse de Bruna Brasil, elle est sur le back foot. Elle sourit, mais elle a un visage un peu inquiet souvent. Tainara est comme, elle sourit, elle crie, elle lève les bras, elle hype le crowd, elle se hype elle-même. Fait que je pense vraiment que même le mindset est beaucoup mieux. Pour de vrai, je pense que Tainara va passer au travers Bruna Brasil. Décision probablement, mais écoutez, je serais pas surpris de voir un finish ici. On l'a dit, Bruna Brasil là, qui s'est fait knocker 3 fois en carrière, une fois au UFC level, mais on l'a déjà vu justement manger des gros coups puis être dans l'eau chaude, là, même à ce niveau-là. Je serais pas surpris qu'Alexia Tainara, là, à la smash avec des gros shots, est très athlétique, est plus forte physiquement, plus rapide, plus explosive. Fait que je vois pas pourquoi elle perdrait ce combat-là, à moins d'une fluke sub comme la première fois. Ouais, qu'elle glisse sur une peau de banane, là, je sais pas trop, mais c'est sur papier, là, c'est un match-up pour Tainara. Les odds, on l'a dit, là, à moins 600-ish, il n'y a pas grand-chose à faire là, avec ça. Personnellement, je vais peut-être regarder le fantasy score dans les apps DFS d'un coup si la ligne est descente. Mais tu sais, les lignes, ça ressemble à quoi sinon? Oui, quand même, le combat est favorisé pour aller over, donc à la décision. Fait que peut-être qu'il y a un prix décent, Tainara by finish ou par KO. Tainara inside the distance plus 150, je dirais que non, il n'y a pas grand-chose là-dessus. KO, par contre, oui, Tainara n'a pas de victoire par KO chez les professionnels, mais quand même plus 800, plus 1000 contre une fille en Bruna Brasil qui s'est jamais fait sub, mais qui s'est fait KO 3 fois. Ça pourrait être un angle intéressant. Parce que Tainara sub à plus 215, correct, là, mais c'est pas un prix qui me parle tant que ça. Fait que let's go, Tainara pour la victoire, un pick en lequel je suis plutôt confiant. Next, on a un super bon fight entre Ricky Simmons et Adrian Yanez. Simmons 22-7 chez les pros, 17-6 pour Yanez qui est le underdog présentement. 33 ans Simmons, 32 ans pour Yanez. Combat chez les bantamweight, avantage de taille et de portée de 1 pouce là, pour Adrian.
Communauté plus largement du côté de Simmons, et ça me surprend, là, ça ne représente pas les odds actuels. Et je peux vous spoiler tout de suite que j'étais en faveur du dog dans ce combat-là. Euh, Confiance pas super élevée, mais je pense qu'il est live là, pour un upset. Si on regarde les odds, est-ce que ça va bouger? Quand même, Adrian Yanez qui est rendu à plus 140. Je vais vous avouer que ça me titille, c'est ici. Là. C'était quasiment un pick'em, si je me trompe pas, là, au début de la semaine. Là, plus 130, ouais, moins 155. Bref, ça a changé pas mal les odds au cours de la semaine. L'argent rentre sur Ricky Simmons. Puis écoutez, fun fight. La question aussi, à mon avis, c'est est-ce que Ricky Simmons va réussir à avoir des takedowns? Puis encore là, s'il y en a, c'est pas win assuré, là, à mon avis. Ricky Simmons, on le sait, là, il a un background de wrestler. Il tente énormément de takedowns là, par combat. Si on regarde les tables de stats, c'est un peu à l'image de Tainara juste avant. Là. Vous voyez, là, 3.96 takedowns sur 10.62 attempts par 15 minutes. C'est énorme. Yanez, lui, il tente 0.22 takedown par 15 minutes. Fait que c'est pas lui qui va shooter ici, c'est sûr là, et certain. Par contre, Ricky Simmons qui lutte un peu moins, je dirais, qu'auparavant, là, récemment. Est-ce que c'est faute de cardio? Est-ce que c'est des blessures? Il y a eu des rumeurs comme quoi c'était peut-être des injuries justement qui faisaient qu'il luttait un peu moins. Mais tu sais, vous voyez, au début de carrière, 14 takedowns, 2, 7, 4, 6, 7, 7, 6. Donc, beaucoup de takedowns. Puis là, ça a commencé à ralentir un petit peu. 2, 2, 2, 2, 1. Ben là, il y a eu un knockout assez vite. Là, on peut commander ça out. 3 contre Smotherman, mais Smotherman, il n'y a pas la lutte défensive là, de Adrian Yanez, à mon avis. Et même son dernier combat contre Barcelos, c'est lui qui s'est fait takedown, puis il n'en a pas réussi un sur combien d'attempts? 6 attempts. Donc, oui, un bon lutteur, mais il semble ralentir un petit peu. Puis l'autre point, comme je disais, c'est qu'il n'y a pas le meilleur control une fois là, sur le dessus. Oui, il y a une bonne lutte historiquement, mais il n'y a pas nécessairement un jiu-jitsu élite, là, à mon avis, là, du côté de Simmons. Il y a quelques subs en carrière, mais ses wins, c'est majoritairement là, des décisions. Debout, Sneaky Power, il peut cogner quand même dur, surprenamment. On l'a vu justement contre Javid Basharat. Il y a quelques autres KO là, à sa fiche, mais il n'est pas reconnu pour être un striker de base. Il est correct debout, là, mais il n'est pas élite nécessairement. Il a ralenti un petit peu, je dirais, dernièrement. Peut-être un petit peu moins rapide sur les pieds. Il est moins mobile là, qu'un Adrian Yanez, c'est sûr et certain. Puis du côté, on va commencer à se pencher sur lui, là, mais Yanez qui est arrivé en feu au UFC. Vous voyez ici sa petite run Contender Series, il gagne knockout premier round. Si vous voulez une bonne série de highlights à aller voir, allez regarder la run de Adrian Yanez au UFC quand il a commencé. C'est des fights épiques. Vous voyez, ses 5 premiers combats dans l'organisation, il y a eu des bonus de performance. Des knockouts assez violents là, pour la plupart. Là, donc, Ko Rodriguez, Ko Lopez, Ko Costa. Fight of the Night, split decision contre Davy Grant. Une grosse guerre back and forth. Gros knockout contre Tony Kelly. Adrian Yanez, c'est un slick boxer. Ses mains, c'est sa meilleure arme. Oui, il y a des sneaky kicks. Il peut les utiliser. Un knockout justement avec un head kick, c'est contre Victor Rodriguez. Mais c'est vraiment ses mains qui font la différence. Il a les mains rapides, précis. Il contre bien, il frappe comme un maniaque, il est rapide. Il peut craquer n'importe qui, là, je pense, dans la division. Donc, très bonne habilité de contrer. Puis après ça s'est compliqué un petit peu pour lui. Rob Font, qui est un autre excellent boxeur, c'est quand même une bonne guerre back and forth en début de combat au premier round, mettons les 2 premières minutes. Mais Adrian Yanez se fait clipper solide par Font et mettre KO, TKO. Pas le meilleur look, on s'entend. Rob Font qui est très doué, mais que non plus, c'est pas reconnu pour être un power puncher nécessairement. Fait que oui, je pense qu'Adrian Yanez, il est sujet à être crack, possiblement. Ensuite, contre Jonathan Martinez, un style match-up complètement différent. Oui, il est marqué 2 knockdowns, KO et KO kick. Si vous ne retournez pas voir le combat, vous pouvez l'interpréter un peu mal, celui-là, à mon avis. Pourquoi? C'est Adrian Yanez, oui, il s'est fait knockdown, mais par des low kicks. Il se fait chopper la jambe. Donc, je pense qu'Adrian Yanez, il tend à avoir de la difficulté contre des heavy kickers à distance. Les gens très mobiles, évasifs, in-out, bush, kick. Il s'est fait chopper la jambe, TKO au deuxième round.
dans ce combat-là. Encore une fois, pas un bad look, mais c'est un style match-up complètement différent. Revenu contre Vinicius Salvador, gros knockout, highlight reel à son habitude. Fait qu'un petit velours là, pour Yanez. Et son dernier fight, split decision contre Daniel Marcos, qui est un solide prospect. Combat qui a été back and forth, je dirais. Les deux ils ont eu leur moment, on le voit, là, split decision, ça aurait probablement pu virer d'un côté comme de l'autre. Oui, il s'est fait takedown 2 fois par Marcos, mais il ne réussit pas à le maintenir nécessairement pour des longues périodes là, au sol. Un petit peu par moment, mais je pense qu'il y a quand même un get-up game décent puis un takedown defense correct. Sur papier, par contre, encore une fois, ça peut mener un peu en bateau. Vous voyez, takedown defense 81%, mais dans toute sa run au UFC, il s'est fait shotter 10 fois. Je pense qu'il y a eu 10 takedowns à thème contre lui. C'est Marcos qui en a réussi 2, 10 ou 11, je ne sais plus trop, là, mais bref, c'est pas beaucoup. Ricky Simmons, dans ses belles années, il shootait plus que 10 takedowns en 15 minutes, fait que c'est peu représentatif. Par contre, si tu remontes, tu regardes un petit peu le tape de Yanez à la scène régionale, c'est arrivé pas souvent, mais quelquefois qu'il se fasse amener au sol, mais qui démontre une bonne capacité de se relever. Donc, je pense qu'il peut rivaliser avec Simmons dans ce département-là. Puis maintenant, je pense que debout, c'est Adrian Yanez pratiquement all day. Il est bon pour intercepter ses adversaires quand il rentre dans le pocket. Son check hook, son habileté de contrer, je l'ai dit, est excellente. Puis Simmons, justement, les fois qu'il s'est fait terminer, c'est souvent des séances de compte. On pense entre autres à Song Yadong à la fin du combat. C'était le 5e round, oui. Il a accumulé beaucoup de dégâts, mais il était capable de contrer le jab, enchaîner avec des combines, puis finalement mettre Ricky Simmons out. Un peu même chose contre Faber. Il time son gros overhand right, puis il le met là. KO. Fait que je pense que les contres ils vont être là. Je pense qu'il est plus puissant. Le lay-off, il m'inquiète un petit peu plus du côté de Yanez. Il ne s'est pas battu depuis 15 mois. Il s'était blessé en sparring contre Moreno. Fait qu'il a dû prendre un peu de temps off. Il était supposé se battre par contre Quinones. Il y a quelques mois, ça a cancellé, ça a pull-out. J'ai écouté des entrevues, il est en shape, il veut se battre. C'est juste que le UFC n'ont pas réussi à ficeler quelque chose d'ici là. Fait que bref, reste un bon lay-off, toujours pas un bon signe, mais je pense qu'au odds actuel, la value est du côté de Yanez là, dans ce combat-là. Fait que donnez-moi Adrian Yanez. Ricky Simmons, il est tough à mettre out. J'aurais tendance à aligner un petit peu plus au niveau de la décision. Mais comme je dis, ce dude-là, il peut mettre KO n'importe qui là, avec un bon counter bien placé. Fait que let's go, premier underdog de la carte. Next, on a Navajo Sterling qui va affronter Bruno Lopez. Sterling 8-0 chez les rangs pro en MMA, 14-2 pour Lopez. Gros favori pour Sterling. On voit moins 460 sur Tapology, mais ça l'a enflé aussi un peu hors de contrôle. 28 ans, 32 ans, un combat chez les light heavyweight. Avantage là, de taille de 2 pouces pour Navajo et également on va faire des maths, 4,5 pouces là, pour Sterling. Communauté 97% du côté de Sterling, oui, je suis tout à fait d'accord. Et du côté des odds, voyons voir. On ferme ça. Donc Sterling, moins 650, donc ça l'a gonflé encore un petit peu, mais je pense que c'est un bon favori cette semaine. La question en fait pour moi, c'est est-ce que Navajo va réussir à knocker Lopez ou va gagner la décision? C'est mon plus gros questionnement, on va dire. Pour de vrai, je suis pas super high sur Bruno Lopez. Je me questionne à savoir même s'il est UFC level. Il est arrivé à Contender Series invaincu. Il s'est fait knocker par Branson Ribeiro, qui n'est pas nécessairement un super high-level guy. Il s'est fait knocker brutalement là, par Branson. Il a eu une deuxième chance à Contender Series contre un dude quand même low-level aussi, je dirais, Michael Sazignani. Il s'est fait knockdown encore une fois au premier round. Il se fait clip solide. Sazignani qui ne réussit pas à finir le balle par contre, puis qui est complètement gaz-out au deuxième. Bruno Lopez arrive à tourner la vapeur là, quand son adversaire se fatigue. Il a été signé ensuite, premier combat au UFC contre un gros striker russe qui semble être une fraude également. Il a gagné par cage punching, puis takedown, puis juste se coucher là, on top. Vous voyez, le 9 minutes 19 de contrôle sur 15. Son striking est as à Bruno Lopez. C'est un light heavyweight, il cogne fort, oui, mais sa technique, son volume, il est flat-footed, il n'a pas un bon footwork.
Puis son combat suivant contre Dustin Jacoby, qui est un excellent striker, élite même s'il est plus vieux, là, il a complètement allumé Lopez là, au premier round, ça n'a pas été long. Tantôt on parlait de stats, de volume, vous voyez Bruno Lopez, là, shout out Uncle Weezy, à distance, 1,47 coups par minute sur 6,78 tentatives, 21% de précision, c'est dégueulasse. C'est le jour et la nuit avec Sterling, vous voyez, le 7,58, c'est quasiment 6 coups de plus là, par minute à distance. Puis le output qui est plus du double également. Donc, debout, c'est vraiment le jour et la nuit. Navajo Sterling qui vient de City Kickboxing, excellent striker, très technique. Il est jeune encore, il progresse dans le UFC. Là, il est arrivé au UFC level, il était quoi? Là, il est 8-0, fait qu'il est arrivé, il était 4-0. Signé à Contender Series, beau knockout contre un low-level guy, c'est ce qu'il devait faire. Puis il enchaîne 3 performances, des bonnes performances, je dirais, là, pour son expérience et sa jeunesse. Mais il progresse d'une fois à l'autre. Son striking, beautiful. Son grappling, c'était le point d'interrogation, là, vu son background. Finalement, ça prouve être correct. Là, contre Tuko Tokos, oui, c'est fait exemple 3 fois. Mais Tokos qui n'arrive pas à le contrôler super longtemps. Bon get-up game, il le piece-up debout. Vous voyez, là, 78-32, les strikes, c'est même pas proche. Il aurait peut-être dû même finir un Tuko Tokos qui n'est pas super durable. C'est peut-être ça la déception. Pardonnerez Athena qui miaule. Combat suivant contre Ivan Erslan. Encore une fois, pas super haut niveau. 110-36 pour les coups significatifs. Un knockdown, 3 takedowns. C'est même lui qui a lutté offensivement dans ce cas-ci. Encore une fois, il n'a pas réussi à le terminer. C'est ce qu'on aurait voulu attendre. Des fois, même s'il est super technique, il est un petit peu patient. Quand il blesse ses adversaires et il n'y a pas nécessairement le killer instinct encore. Puis contre Bellato, dernier combat, il outstrike plus que le double de coups significatifs. Niveau takedown, il s'est fait amener au sol par Bellato. Il a give up un peu de contrôle, mais il a réussi à se relever. Vous voyez, pas une tonne, là, 2 minutes 23 là, sur les attempts. Donc Bellato, même dans les séquences de clinch, de cage pushing, qui n'a pas eu nécessairement énormément de succès. Il s'est fait quand même tester dans ce combat-là. Il a reçu des patates de Bellato, là, surtout en fin de combat. Rodolfo qui s'avère être correct, là, même si c'est pas le meilleur gars, mais j'aurais tendance même à dire que c'est un genre de Bruno Lopez 2.0. Il a un meilleur striking, il a clairement un meilleur chin, il a une meilleure pression, plus d'agression. Je pense qu'il a un meilleur jiu-jitsu aussi. Fait que c'est un step down en compétition là, contre Bruno Lopez. Puis je pense que l'UFC, ils savent ce qu'ils font. Là. Bruno Lopez qui a un menton très très suspect. Peut-être qu'ils veulent le premier win par un knockout du côté de Navajo qui a un potentiel beaucoup plus élevé puis un higher ceiling que Bruno Lopez qui a encore une fois pas tant d'affaires ici. Fait que sinon, je pense que ça fait le tour. Il y a Lopez qui revient quand même d'un gros layoff aussi. Là, on parle de quasiment 10 mois d'absence. Je peux comprendre avec la commotion qu'il a subie contre Jacoby. Fait que donnez-moi le Sterling pour la victoire. C'est un favori en lequel je suis confiant cette semaine. Encore une fois, est-ce qu'il va réussir par knockout ou non? C'est le gros questionnement pour moi. Si on se fait à la tendance des dernières semaines, les gros favoris ont tendance à aller à la décision. Ça pourrait être des juicy odds là, pour Sterling. Pas nécessairement un bet que je vais chase. Mais oui, Sterling décision plus 400, plus 325. Who knows? Mais sinon, le finish, là, à moins 175, là, un knockout prop, il n'y a pas énormément de value à mon avis, voire très peu. Fait que that's it, Sterling for the win. Prochain combat, un autre super bon fight. On a Casey O'Neill qui fait son retour contre Gabriela Fernandez. O'Neill qui est 10-2 chez les pros, 11-3 Gabriela. Légère favorite, mais les odds, c'est back and forth depuis le début de la semaine. Je vous montre dans un instant. 28 ans O'Neill, 32 pour Gabriela. Combat chez les Women's Flyweight. La taille, c'est la même chose. Porter un pouce de plus pour O'Neill. Communauté partagée, mais qui favorise là, Casey O'Neill. Puis vous voyez, au niveau des odds, dépendamment c'est quoi votre book, il y en a qui ont Gabriela Fernandez underdog, il y en a qui ont O'Neill underdog. Fait que c'est vraiment là, le yo-yo pour ce combat-là. Et personnellement, j'ai envie de sider du côté là, de Gabriela Fernandez. Casey O'Neill, elle revient d'un gros lay-off, 19 mois en dehors de la cage. Elle a eu des blessures assez sérieuses aux genoux, là, de ce que j'ai pu comprendre. Elle s'est fait opérer peut-être même là, 2 fois. Fait que gros processus de rétablissement là, pour elle. Quand même jeune. Puis, je tapais ses combats.
je t'aime. Casey O'Neill, elle a quand même beaucoup de potentiel, surtout pour son âge. Elle a eu des belles performances quand même. Des stats assez impressionnantes. Son output est fou. Regardez, si on regarde ici à distance, là, ses stats à distance, 10,27 coups par minute sur 20,8 attempts. C'est énorme. Si on compare à tantôt Bruno Lopez qui avait 1,6 coups par minute, ça n'a aucun maudit bon sens. Elle fait clairement un avantage de output ici. Elle a une boxe décente également, mais son niveau d'agression puis de volume qu'elle va lancer, ça la rend aussi exposée beaucoup au contre. Donc, c'est une combattante agressive qui va attaquer là, sans arrêt, là, ou presque. Dans certains cas, ça paye, d'autres fois, ça a payé un petit peu moins. Elle mixe les takedowns aussi de temps en temps. Elle a un bon jiu-jitsu, honnêtement, probablement même l'avantage de grappling dans ce combat-ci. De lutte, je sais pas, mais de jiu-jitsu, je crois que oui. Fait que même si elle a eu 19 mois d'absence à 28 ans, je m'attends à ce qu'elle ait fait quand même là, du progrès. Puis après l'avoir tapé, honnêtement, je me souvenais plus tant de ça, de quoi avait l'air Gabriela Fernandez, c'était quoi son style. Je me souvenais que Fernandez avait une grosse victoire contre Wang Kong, mais j'étais plus un gros upset parce que ça m'avait coûté cher d'ailleurs. Là. Mais je me souvenais plus de son profil de fighter tant que ça. Puis dans mes notes sur Casey O'Neill en la tapant, j'ai noté qu'elle a de la misère contre les combattantes qui sont plus rapides, athlétiques, explosives, puis qui cognent très fort et qui sont bonnes avec leur kick, principalement. Donc, c'est ce que j'ai noté de O'Neill, que je trouvais que c'était un mauvais match-up pour elle. Puis là, je commence à taper Fernandez, puis je vois que c'est exactement tout ce qui répond au profil que je trouve que c'est un bad match-up pour Casey O'Neill. Ça fait que j'ai pas trop le choix d'y aller. Puis mon ligne là-dessus, c'est surtout à cause du combat contre Ariane Da Silva. Je pense que c'était Lipski même avant, si elle n'a pas changé de nom. Peut-être que vous la reconnaissez sous ce profil. Mais Lipski qui est rapide, qui bouge bien, qui est athlétique, quand même évasive. Elle travaille avec des gros power kicks, elle cogne fort. Fait qu'elle outmatch Casey O'Neill dans ces aspects-là. Puis aussi, elle a un bon takedown defense. Vous voyez, là, Casey O'Neill qui a tenté 2 takedowns sans succès. Donc sa physicalité lui a causé problème. Puis oui, elle a perdu par soumission ici, Casey O'Neill, mais avant de se faire soumettre, là, elle s'est fait clipper solide, wobble. Ensuite, Ariane qui en a profité pour la takedown puis la soumettre là, un instant après. Mais tout part là, du striking de Ariane Da Silva. Puis du côté de Gabriela Fernandez, je ne sais pas si vous avez vu ses photos, là, mais c'est pas mal ça son profil. Elle est built. Oui, elle est low volume plus que Casey O'Neill. Elle va probablement se faire outstrike ici en termes de coups significatifs, mais elle cogne beaucoup plus dur. C'est pas même plus dur là, que Ariane Da Silva. Autant avec ses mains qu'elle a des gros power kicks, donc moins de volume, mais elle bouge bien outside, elle cogne très fort. Striking, une belle technique là, tout de même. Elle a un background principalement là, en stand-up. Sinon, c'est plus au sol qu'on l'a vu struggle dans sa carrière. On l'a dit. Oui, O'Neill a un avantage de jiu-jitsu, mais je pense que la physicalité puis la takedown defense de Gabriela Fernandez vont lui donner une bonne chance. Sur papier, là, Fernandez, elle a vraiment struggle early, justement avec le takedown defense. Donc, vous voyez, elle s'est fait takedown 4 fois par Jasmine, 3 fois par Teresa. Par contre, qu'est-ce que ces deux filles-là ont en commun? Ce sont dans les combattantes les plus fortes physiquement de la division. En plus d'avoir des bons takedowns, elles sont très, très, très physiques, ce qui n'est pas le cas là, de Casey O'Neill, à mon avis. Elle s'est fait takedown 2 fois par Carly Judis, mais qui n'est pas nécessairement une lutteuse, mais je pense que c'était peut-être plus l'effet de surprise, entre guillemets. Là, ça fait pas 15 minutes, là, mais tu strike back and forth. Vous voyez les coups significatifs, 119, 169. Un takedown attempt out of nowhere, quand il n'y en a pas eu, tu t'y en attends pas, ça peut arriver. C'est pas fait contrôler super longtemps. Contrairement à contre Bleda puis Jasmine, elle s'est fait contrôler, je pense, 9-11 minutes au total. Là, c'est atroce. Flat on her back, elle n'avait pas de réponse pour ces dames-ci. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'est amélioré de son côté. Là. On l'a vu contre Julija Storialenko. Elle s'est fait shooter à quelques reprises, tout défendu les takedowns. C'est sa physicalité justement qui a fait une grosse différence. Oui, elle s'est fait outstrike, mais elle a clairement placé les meilleurs coups, le plus de coups significatifs, les coups qui ont le plus d'impact. Elle a fait mal à Julija. Puis ici, contre Wang Kong,
Je pense que Gabriela Fernandez était une underdog à plus genre 800. Là, ça n'avait pas de sens. Tout le monde était du côté de Wang Kong. Elle s'est fait outstrike en début de combat. Wang Kong, même si Fernandez est athlétique, elle a un bon striking, Wang Kong était vraiment une coche au-dessus en termes de technique, de footwork, etc. Elle se fait piece up à distance. Finalement, au deuxième round, elle a réussi à clipper Wang Kong solide. Club and sub va chercher la soumission super opportuniste. Donc, elle peut être agressive avec les soumissions si elle smell le blood. Fait que dans tous les cas, si Casey O'Neill a réussi à avoir plusieurs takedowns puis racket du control time, je pense qu'elle a le jiu-jitsu ground and pound pour faire mal à Fernandez. La mettre out, ça me surprendrait gros. Elle est durable, elle s'est jamais fait terminer. Mais à l'inverse, si c'est debout, je pense que O'Neill, son high output va se revirer contre elle. Gabriela Fernandez va être capable de contrer, de placer les shots les plus pesantes, faire le plus de dégâts puis remporter les gros moments du fight. Fait que donnez-moi Gabriela Fernandez pour la victoire. Honnêtement, les cotes, kind of accurate, je dirais. C'est sûr, le gros les off, les blessures, ça me fait pencher encore un peu plus du côté de Fernandez. Je la verrais peut-être plus slight favorite. Fait que n'importe quel tag avec un plus du côté de Gabriela Fernandez, je pense que c'est un bon play ici. Le point de spread, peut-être, je ne suis pas certain s'il est à combien les cotes, ça va être à vérifier, mais ça pourrait être un autre angle intéressant. Fait que donnez-moi Gabriela Fernandez là, pour ce combat-ci. Prochain combat, on a Marcin Tybura qui va affronter Tyrell Fortune, un heavyweight bout. Tybura 27-10, le vétéran du UFC, 17-3 pour Tyrell qui arrive de Bellator, PFL, la scène régionale, tout ce que vous voudrez. Les odds très close ici, ça a changé un tout petit peu, mais très peu. 40 ans pour le chum Marcin, 35 là, pour Tyrell. Le poids, vous voyez, semblable, 256-258 livres. Tybura qui est un peu plus grand avec 3 pouces et qui a 3 pouces de plus de portée également. Communauté plus du côté de Tybura, ça me surprend par contre. Personnellement, je side avec Fortune ici. Au niveau des odds, vous voyez là, Tyrell Fortune qui est en coin de moins 135-ish dans ces eaux-là. Puis je pense que c'est un bon match-up pour Tyrell Fortune en commençant au UFC. Certes, c'est des heavyweights, on peut toujours avoir des surprises, mais je pense que Fortune, il y a du potentiel. Donc, vous voyez, là, 17-3 au UFC level. C'est un des partenaires d'entraînement principalement pour la lutte là, de Waldo Cortez Acosta, qui fait des belles choses justement là, au UFC level récemment. Vous voyez, là, Fortune, la majorité de ses victoires sont par knockout, 11 sur 17 là, de cette façon-là. 13, en fait, il a évolué au Bellator presque toute sa carrière. Là. Vous voyez, il a commencé au Bellator straight up, premier combat pro en 2016. Il a quand même cumulé beaucoup de victoires. Il y a eu des petits revers également. Là. Donc, plusieurs combats au Bellator. Ensuite, il a enchaîné avec PFL quand ils ont merge, si je ne me trompe pas. Donc, en 2024, 2 bouts chez PFL. Puis après ça, il aurait pu renouveler, de ce que j'ai compris. S'était fait offrir quand même un contrat intéressant, mais il aurait refusé d'aller sur la scène régionale faire ses preuves pour avoir une chance de rentrer au UFC. Ce qui a fonctionné, il va avoir sa chance là demain. Si on regarde les revers qu'il y a eu, Tim Johnson, il s'est fait knocker cold quand même. Là, c'était un gros knockout dans un combat où il était largement favori. Tim Johnson qui est pas le plus technique, mais aussi c'est un gros heavyweight un peu plus sloppy qui cogne très très dur, on va le dire comme ça. Linton Vassell, Decision Split. Vassell qui est plus vieux un peu, mais qui devait être sur un très beau mix de suppléments, on va le dire, là, shapé en sacrement là, pour son âge. Combat très très serré, back and forth, 3 rounds. Les deux ont des moments que ce soit debout ou dans la lutte. Je dirais que Fortune l'avantage là, debout. Honnêtement, Tyrell, on y revient, là, mais son striking est quand même bien là, pour un heavyweight. Fait que grosse guerre back and forth. Ce que j'ai aimé voir au moins dans ce combat-ci, c'est que Fortune a encaissé des bons coups, puis il a réussi à push à travers une décision serrée. Dans un gros heavy pace, là, grindy, où il y a beaucoup de clinch, de scramble, des takedowns, tu te ramasses en dessous, on top. Bref, tout de même, intéressant. Marcelo Golm, c'était bien à PFL aussi. Sergey Badlock s'est fait heel hook au premier round. Là, ça, not good, même si c'est une des tâches qui me fait peur un petit peu dans son dossier. Puis après ça, sur la scène régionale, il est allé battre 2 frères, les frères Dennis ici. KO, TKO, Dr. Stoppage pour les deux. Tony Lopez, c'est un heavyweight de 52 ans, fait qu'il le KO en 45 secondes. C'est ça qu'il devait faire. 65-32, ce dude-là.
Il devrait arrêter, je pense, là, pour son safety. Fait que ça vous fait un petit topo de Fortune, son record. Il a un background en lutte. Il est 2 fois State NCAA Champs de mémoire. Fait que dans les combats, il aime ça mixer les takedowns. Mais il y a aussi une boxe surprenante. Tout de même un dos d'athlétique. Il a un footwork bien. Il est quand même explosif, mobile. Travaille en combinaison avec ses mains, là, donc des combos de 2, 3, 4 punches parfois. Mixe le corps, la tête. Très bonne puissance. Là, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de KO là, à sa fiche. Fait que j'aime ce que je vois de Tyrell Fortune, honnêtement. Puis du côté là, de Marcin Tybura, c'est un peu le contraire. C'est un heavyweight qui a tout vu là, dans la division. Il s'est battu contre les meilleurs, il s'est battu contre les moins bons. Il y a eu des bons moments. D'autres moins bons également. Mais Tybura, il s'est fait déjà knocker 6 fois chez les rangs professionnels. Si je me trompe pas, c'est les 6 fois aussi au UFC. C'est pas nouveau. Là. Vous voyez, sa première défaite par KO au UFC, là, c'est en 2018. Derrick Lewis, on peut lui donner un pass. Mais après ça, contre des doutes pas nécessairement super doués, là, Shamil Abdoumakimov, Augusto Sakai, c'est pas des super bons looks. Des belles victoires, mais pas contre le plus haut niveau. Quand il y a eu des step-up en compétition, il a eu tendance à échapper son sac. S'est fait knocker par Aspinall, sub par Spivak récemment. Et il revient d'une défaite par KO il y a 6 mois, je pense, contre Ante Delija. Une défaite assez expéditive. Puis le problème, Tybura, je dirais qu'il est correct partout, mais il est excellent nulle part. Contre les low-level grapplers, il est capable de mixer les takedowns puis d'avoir du contrôle au sol, voire terminer. Mais c'est pas nécessairement un lutteur de premier choix. Son striking il est un peu awkward puis weird. Là, il fait des espèces de combos bizarres pieds-points. Au moins, il travaille en combinaison, il donne des looks différents, mais c'est pas le plus technique debout. Il pack a good punch, c'est un heavyweight. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il a vraiment ralenti dernièrement. De un, il a cumulé une tonne de damage dans sa carrière. Il s'est fait knocker à plusieurs reprises, sleep hard. Mais récemment, on voit vraiment qu'il ralentit. Il commence à être moins mobile, plus flat-footed. Il deal moins bien avec les shots. Il se fait blesser dans presque tous ses combats. Tu sais, si on regarde ses 5 derniers, Taito Iwasa, good, il a réussi à le takedown puis à le sub au premier round, mais on voit ce que Taito Iwasa est en ce moment. Combat suivant contre Spivak, il se ramasse on top, genre dans un scramble, puis il se fait armbar lui-même contre un gars qui avait déjà battu dans le passé. Honnêtement, c'est vraiment pas un super look, cette performance-là. Combat suivant, il a gagné contre Jonathan Deniz, mais il se fait hit très très hard en début de premier round. Marcin Tybura qui est vraiment sonné. Deniz qui s'emballe, finalement qui se ramasse là, au sol au premier round. Deniz qui jump dans la garde de Marcin de mémoire, il reverse on top, puis deuxième round l'amène au sol. Il finit ground and pound, mais il s'est fait rock solid. Contre Mick Parkin, même s'il a gagné, c'est un combat très serré puis très alarmant du côté de Marcin. C'est un sloppy fight. Plus ça va, plus c'est sloppy. Striking look pas good. Quand il y a des takedowns, pas nécessairement non plus. C'est comme une back and forth war. Il se fait contrôler au sol par Parkin. Il se fait hit debout. Mick Parkin que je rate pas nécessairement. Bad look. Puis son dernier, on l'a vu, là, Ante Delija qui commence là, très très fort. Il blesse Tybura pratiquement avec le premier shot qu'il lance. Tybura qui pousse Delija contre la cage, qui récupère, mais finalement, aussitôt que ça se sépare à distance, Ante qui rentre à nouveau avec sa boxe, ses mains rapides, qui le overwhelm, puis qui le KO, TKO. Ça prend 1 seconde quand il reçoit le deuxième Fury de Delija. Aussitôt qu'il se fait hit vraiment hard, il shell au sol. Pas un bon look pour de vrai. Il vient de cette défaite-là. Je pense honnêtement que Tyrell Fortune, il a même dit dans les interviews, il va pas shooter des takedowns. Je pense qu'il veut le boxer. Il veut mettre la pression rapidement, lancer des bombes et essayer de le mettre out le plus vite possible. C'est mon lean. Je pense que c'est ça qui a le plus de chances d'arriver. Je pense que Tyrell Fortune devrait être un peu plus favori que ça dans ce spot. Fait que honnêtement, je pense que c'est quand même une ligne intéressante. Tybura, ses beaux jours sont derrière à 40 ans. Même si les heavyweights, des fois, ils réussissent à toffer un peu plus longtemps. Contre des dudes plus explosifs avec des bons striking à distance, je pense que ça va être chaud pour lui. Tyrell Fortune, c'est le meilleur lutteur. Fait que souvent, Tybura, il shot les takedowns pour réussir à accumuler du control time, voler des rounds, faire du gros ground and pound comme contre Deniz. Mais là, il n'y a pas la meilleure lutte dans ce combat-ci. Je pense pas qu'il va amener Fortune au sol facilement. Fait que donnez-moi Tyrell Fortune by knockout, probablement là, assez tôt dans le combat.
Next, combat intéressant entre Chase Hooper et Lance Gibson Jr., le Canadien qui fait son retour là, au UFC. 16-4-1 Hooper, 9-2 pour Lance Gibson, qui est un gros underdog tout de même. Je pense même que les odds y ont encore plus enflé. 26 ans Hooper, 31 pour Lance. Un combat chez les lightweight, donc 6 pieds 1 versus 5 et 9. Gros avantage de taille pour Chase. La portée seulement 2 pouces par contre. Communauté all over Hooper. Personnellement, je peux comprendre qu'il y a un gros edge dans ce combat-là au sol, mais je trouve pas nécessairement que c'est un bon match-up pour lui. J'explique dans un instant, là, c'est back and forth pour moi ce combat-ci. Je suis pas certain de quel côté je vais prendre encore. On a Chase Hooper, vous voyez, moins 330 plus 270. Si les cotes continuent de monter, je vais sûrement avoir un poke sur Lance Gibson. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Ben, Chase Hooper, on le connaît, c'est un maniaque au sol. Il a un jiu-jitsu de fou. Je l'ai la stats ici. Là, il y a 18 sub-attempts en 13 UFC fight. Donc, c'est énorme. Le gars au sol, c'est un maniaque. On l'a vu avec des légendes, avec des très bons grapplers. Puis, il y a le edge. Il est tout le temps à l'avance d'une position. Whatever. Fait qu'au sol, il est très, très, très fort. Je pense pas que le jiu-jitsu de Lance Gibson peut rivaliser avec celui de Chase Hooper. Le problème, c'est que Chase, il a pas une très bonne lutte. Puis, écoutez, on l'a vu là, à plusieurs reprises là, récemment contre des plus vieux fighters ou d'autres grapplers. Fine, il va avoir du succès. C'est même souvent dans ses derniers combats, si on pense à Levitt ou encore, vous voyez, là, Nick Fior, c'est souvent ses adversaires qui veulent même initier le grappling avec lui. Lui, il se fait shotter au sol, là, il rit dans sa barbe, là, il est comme let's go, on y va, puis ça va se revirer contre vous. Mais son striking, on va le dire comme ça, oui, c'est amélioré, mais je le trouve encore à chier, c'est ça son problème. Depuis qu'il a monté chez les 155 livres, il y avait une belle petite run. Vous voyez, là, il était sur 1, 2, 3, 4, 5 victoires là, de suite, donc quelques soumissions évidemment, mais il y a eu un gros revers à son dernier fight contre Alexander Hernandez. J'étais all over Chase Hooper ce combat-ci. Je me suis fait burn. Il m'a fait perdre un bon bag, là, Chase Hooper. C'était à UFC 319. Là. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça m'a coûté cher, celle-là. Même si Chase Hooper il a outstrike Hernandez, oui, il a un bon volume offensif, mais j'ai vraiment l'impression que Hooper, il throw des punches, il lance des shit juste pour lancer des affaires. Puis il l'a même dit lui-même là, en entrevue que quand c'est trop long, il se passe rien, ben, il est comme là, on est là pour se battre, là, puis il fonce, puis il envoie un peu n'importe quoi. C'est le même que j'ai vu ça aussi, ce combat-là. Oui, l'outstrike, mais c'est pas super technique. Il envoie beaucoup de kicks, mais ses retours de kicks sont lents, sont sloppy, il est ouvert au compte. Hernandez qui le clip solide à plusieurs reprises. J'entendais d'autres analystes et des cappers cette semaine qui disaient que Hooper, il dominait le premier round, mais à mon avis, là, non. Oui, il y avait plus d'activité, mais les meilleurs shots, c'était tout du côté d'Hernandez, les plus précis. Même si tu avances puis tu lances plein d'affaires puis tu touches avec des sloppy kicks, là, je veux dire, il se faisait lit up debout, puis il s'est fait KO assez hard en fin de premier round. Sa défensive est mauvaise. Je pense que son chin est très susceptible d'être craqué à nouveau également. Chase Hooper qui a 2 défaites par knockout. Celle-là, c'était pas un bon look. Contre Steve Garcia non plus. Steve Garcia, vous voyez, 3 knockdowns en 1 minute 30. Oui, c'est Garcia, c'est un maniaque, mais ça reste que c'est pas un super bon look ici. Fait que, écoutez, oui, si Chase réussit à amener le combat au sol, je pense qu'il peut passer Gibson facilement. Mais le problème, c'est que Gibson, il a un gros background de lutte. C'est un bon lutteur. C'est un dude qui a grandi dans les arts martiaux mixtes. Son père il était dans les premiers UFC là, de mémoire. C'est Lance Gibson Senior, je pense. Il s'est battu dans des vieux galas là, de UFC. Fait que c'est un martial art kids. Il s'entraîne avec son père puis Julia Budd aussi qui a fait des belles choses à PFL, qui je pense la blonde à son père. Bref, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus. 9-0 chez les pros. Pas 9-0, excusez, là, 9-2. Vous voyez, il a commencé au UFC, ça n'a pas été trop... Pas au UFC, là, sa carrière professionnelle, ça n'a pas été trop long, il a signé à Bellator. Peu actif en début de carrière, je dis que ça n'a pas été trop long, mais plus dans le sens de nombre de combats, pas de temps. Donc pas énormément d'activité. Rentre chez Bellator, a eu 4 bonnes performances contre des gars
mid-low level. Il y a eu un gros revers contre Tokov, qui est un combattant legit. Le finish n'est pas très beau, par contre. Là. Il se fait power jab, il se fait knockdown là-dessus, puis il se fait terminer en TKO. C'est pas un super good look. Finalement, il revient, il a battu 2 gars qui sont pas super haut niveau. Il les a finis, c'est ce qu'il faut faire avec ce type de gars-là. Puis il est rentré short notice au UFC contre Bobby Green. Je pense que c'était à 4 jours d'avis. Il a pris le combat contre King Green, un catchweight un peu plus pesant. Fait que c'est quand même pas un easy task nécessairement. Il est allé à la décision partagée avec Bobby. Je pense que Bobby a gagné de façon legit. Je veux dire, c'est pas un robbery, même si c'est une split decision, à mon avis. Il s'est fait outstrike. Gibson, qui était beaucoup sur le back foot, de la misère à établir son striking. Mais on s'entend, là, King Green, il y a vraiment un tricky style là, debout, surtout quand tu prends le combat short notice. De même, tu t'attends pas trop à ce qui se passe. Il a réussi à avoir 2 takedowns tout de même contre King Green. Pas une tonne de control time. Il a le look correct. Il accepte beaucoup la pression. Par contre, justement, ce que j'ai aimé de ce match-up-là pour Gibson, c'est sa mobilité. Il est très évasif. Il bouge bien. Il a un bon footwork. Il est explosif. Il est athlétique. Je pense à la grande cage, ça va donner des problèmes à Chase Hooper pour closer la distance, justement, le mouvement de Lance. Lance, il switch stance, mais il se bat très bien là, du stance de gaucher. Je pense qu'il va couper la jambe de Chase Hooper. Là. Un genre de pick and move, chop la jambe, on se déplace. Je pense que son striking est beaucoup plus technique que Chase Hooper. Pas nécessairement le plus gros power puncher, mais Chase Hooper, il n'a pas le plus gros menton non plus. Honnêtement, je serais surpris tout de même qu'il y ait un KO. Mais who knows? Puis justement, l'athlétisme, c'est un autre niveau. Chase Hooper qui est plus lanky, mais qui n'est pas nécessairement super fort physiquement. Donc, Lance Gibson qui est un meilleur lutteur, qui est plus athlétique, qui est plus mobile, meilleur sur le back foot, striking plus technique. Je pense que si le combat va pas au sol, Lance Gibson est vraiment live là, pour gagner le fight. Dernière chose, ça va être un test de fight IQ. Si pour X raison, Lance Gibson, je l'entendais dans une interview, puis ça, je vais vous avouer que ça m'inquiète. Il disait, j'ai hâte de tester mon grappling contre Chase Hooper. Je pense que je peux être dans sa garde puis lancer du gros ground and pound. À mon avis, c'est une idée terrible. Essaye pas de lutter, s'il te plaît, Lance Gibson. Si le combat commence puis Gibson, il shot des takedowns, je pense qu'il va se faire choke the fuck out. Fait que, bref, le underdog me tente. Je vous donnerai mon pick officiel demain, peut-être sur Instagram. Là, vous checkerez c'est quoi mes picks. Mais en termes de value, honnêtement, je pense que la value est clairement sur Lance Gibson. Parce que si le combat va pas au sol, Lance Gibson, il va pas avoir l'air d'un underdog à plus de 270. Il va probablement avoir l'air d'un favori à moins 150. Là. Fait que tout dépend si le combat va au sol ou non. Value du côté de Gibson Jr. à mon avis. Fait que that's it. Voici mon read sur ce fight. Next, Ignacio Bahamondes contre Tofik Moussaïev. Ignacio qui est 17-6 chez les pros, 22-6 pour Tofik. Gros favori là, pour Ignacio. 28 ans versus 36 ans, combat chez les lightweight. Ignacio qui est énorme pour la division. 6 pieds 3 versus 5 et 9. Grosse différence de taille. Et quand même là, 5,5 pouces de plus au niveau de la portée. Communauté all over Bahamondes. Je suis de son side aussi, mais je trouve qu'il est peut-être favorisé un petit peu trop à mon goût. Donc, vous voyez les odds, moins 320, c'est quand même large. Il y a plusieurs facteurs à mon avis. De un, c'est un combat short notice qui a pris à quoi 3-4 semaines d'avis. Fait que c'est quand même un petit lay-off. J'ai entendu en interview par contre qu'il se tenait prêt depuis décembre, qu'il est prêt à se battre, qu'il n'a juste pas eu d'opportunité. Toujours fight ready, de ce qu'il dit du moins. 28 ans, plus sujet à faire du progrès comparativement là, à Tofik. Puis sinon, justement, le lay-off de 9 mois, je trouve ça long un petit peu de ce côté. Lui qui n'avait pas eu de blessure, notamment à son dernier combat, qui était contre Raphaël Fizaev à Bakou, si je ne me trompe pas. Là. Voyons voir, oui, c'est ça, je dis pas n'importe quoi. Fait que Ignacio contre Fiziev, son dernier fight, qui a perdu par décision unanime. Sinon, il était sur une belle petite run. Là. Vous voyez, là, il y avait 3 victoires de suite, KO, sub, 3 bonus. Contre Manuel Torres, c'est une belle victoire. Jalen Turner, c'était pas le Jalen Turner au top, on va se le dire, mais ça reste bonne win. Pardon, défaite contre Ludovic Klein, look un petit peu moins bien, à mon avis. Contre Fiziev, n'a pas looké nécessairement super bad. C'est un step-up en compétition assez gros. Fiziev qui est un des meilleurs strikers de la division.
à mon avis. Il a ralenti un petit peu, mais ça reste un striker élite. Debout, ça a été relativement back and forth. Je donnais tout de même un petit avantage à Fiziev, mais Fiziev qui a été capable d'aller chercher des takedowns là, pour banker certains rounds. Au moins intéressant, là, j'aime le mindset de Bahamondes dans ses interviews qui est super positif à propos de ça puis qui voit ça comme une belle expérience qu'il en a appris. Puis j'ai l'impression que Tofik Musayev, c'est un genre de Fiziev, mais en version Walmart. Fiziev, c'est la version Gucci, puis Musayev, c'est la version Walmart. C'est un autre fighter qui vient de la même région que Fiziev, de justement Azerbaïdjan, là, si je ne me trompe pas. Fait son UFC début un petit peu sur le tard, j'ai l'impression. Récemment contre Mick Tibek Orolbai. C'est quand même un combat qui avait pris short notice contre un tank, un catchweight. On a vu ce qu'il est capable. Orolbai chez les 170 livres, il a fait une bouchée de Tofik. Il l'a takedown sans arrêt, il l'a sub aisément au premier round. On pourrait lui donner un pass, mais reste que Tofik s'est battu une seule fois dans les 3 dernières années. Donc vous voyez, là, il s'était battu en 2023. Après ça, il y a eu des cancellations. Orolbai, pas super actif. Je pense qu'il commence à ralentir. Son striking est très technique. Il pack un good punch. Mais il est très très low volume. C'est quelque chose que j'aime moins. C'est principalement un striker, donc à distance, mais il est contre quelqu'un de beaucoup plus grand que lui, qui a sur papier probablement même un striking plus diversifié, varié. Technique, je sais pas, mais je pense que Bahamondes debout, il a l'avantage dans ce match-up 6 contre. Puis Bahamondes, même s'il est fait dominer au sol à quelques reprises, je pense qu'il a un meilleur jiu-jitsu. Si pour une raison ou une autre ça va au sol, je pense que Bahamondes serait live pour une soumission. C'est même lui, c'est ça sa prédiction. Il pense que debout, ça va être chaud, que Tofik il va finir par shooter un takedown parce que ça brasse trop debout à son goût, puis qu'il va snatcher peut-être un front choke, I don't know. C'est ce qu'il pense. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Je sais pas, mais je pense que c'est clairement un scénario qui est sur la table. Justement, Musayev, si ça avait été là, quelques années, je veux dire, quand il était dans son prime à Rising, fine, je pense qu'il y aurait eu, ça serait un combat beaucoup plus serré sur papier. Mais dernièrement, de ce que je vois de lui, je pense qu'il ralentit. Je pense qu'il y a un gros step-up en compétition. Puis j'ai remonté un petit peu là, justement sur son résumé, puis c'est la première fois, je pense, qu'il combat, du moins une des premières fois qu'il combat un combattant avec un si gros avantage de taille et de portée sur lui. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se transférer. Mais long range, je pense que Bahamondes, il va avoir plus de volume, un plus gros output, plus de diversité, il va scorer plus. Même si c'est short notice, je vois pas trop. Il pourrait perdre, je veux dire, il pourrait se faire clipper. Des fois, Bahamondes, on le voit, il est un peu trop dans des firefights, puis son chin, il pourrait être exposé. Mais je pense que plus souvent qu'autrement, Bahamondes va dominer debout. Puis si ça va au sol, je pense également qu'il y a un plus gros skill set que Tofik. Tofik, si je ne me trompe pas, il est blue belt en jiu-jitsu, fait que pas nécessairement un grappling élite. Il y a probablement un counter-grappling décent à la Fiziev, justement. Mais c'est lui qui décide de shooter justement pour exploiter une faiblesse qu'on a vue dans le passé de Bahamondes. Ça pourrait probablement se revirer contre lui. Fait que donnez-moi le gros favori en Bahamondes là, pour la victoire. Next, on ne passera pas trop de temps là-dessus. On a Terrence McKinney contre Kyle Nelson. McKinney 17-8, 17-6-1 pour Kyle. McKinney qui est tout de même un gros favori. 31 ans, 34 ans, combat chez les lightweights, 5-10, 5-11. Avantage de portée, 2,5 pouces pour McKinney. Communauté largement du bord de Terrence. Puis voyons voir les odds. Moins 173, moins 183. Fait que ça tourne un petit peu dans les eaux. Il y a même du moins 200 qui commence à apparaître. Commence à faire un peu large, j'ai l'impression. Écoutez, Terrence McKinney, c'est facile à breakdown. C'est ça dans tous les combats qu'il y a eu en carrière. C'est jamais rendu à la décision. Il n'a jamais vu de round 3, si je ne me trompe pas. Peut-être une fois ou plus. On peut aller vérifier, là. Mais ce gars-là, il part comme un maniaque. Y a-tu vu? Oui, il a vu une fois un round 3. Si, c'est drôle à dire, là, mais si les combats de MMA, UFC, ça serait des combats de 2 minutes, Terrence McKinney, il pourrait peut-être être champion. Ce gars-là, c'est une wrecking ball pendant un instant. Puis j'entendais un dude jaser de ça récemment, puis il disait, tu sais, en vrai, McKinney a une chance de gagner contre n'importe qui dans la division dans les 2 premières minutes. Même le champ, tu le mets contre le champion de la division,
Il réussit à te clipper là, dans les premières secondes. Il peut mettre out n'importe qui. Il cogne extrêmement dur. Il a une bonne lutte. Il est super athlétique, explosif. Par contre, il n'y a pas de première, deuxième, troisième vitesse. C'est juste all out pendant 2 minutes 30-ish. Puis après ça, si tu n'as pas fini, les roues, ils fall apart, puis c'est lui qui se fait terminer. C'est le scénario qu'on voit dans tous les combats de McKenny. Si on regarde là, sa carrière au UFC, je pense qu'il n'a jamais dépassé le 1.5 round. D'ailleurs, je pense que under 1.5 round cette semaine, c'est un très bon par les pistes. Vous voyez, round 1, 1, 1, 1, 1. Round 2, 1 minute 7. Round 2, 2 minutes 17. 1, 1, 1, 1, 2, 1 minute 49. Fait que jamais dépassé la marque du 1 minute 30. Il finit ses adversaires au premier. Toutes ses victoires au UFC level se sont au premier round. Les fois que ça s'est rendu au deuxième, c'est lui qui s'est fait péter. Puis même les combats qu'il a perdus, souvent il a blessé assez hard ses adversaires, peut-être à 1, 2, 3 reprises près, je sais plus, faudrait voir de mémoire, mais si on regarde son dernier fight contre Chris Duncan, il a perdu après 2 minutes 30, mais il part comme une fusée. Les patates qu'il lance à Chris Duncan, les coups de genoux, je ne sais même pas comment le dude a fait pour rester debout. Finalement, il se gaze out, ça se ramasse au sol. C'est Duncan qui réussit à le pincer et qui le choke. Super impressionnant. Borchev, il l'a soumis en 55 secondes. Osdavik, ça a pris 2 minutes, il l'a knocké. 54 coups significatifs. Quand il y a des lay-downs en compétition, souvent il va passer au travers ses adversaires. Quand il y a des gros lay-ups, c'est là que ça se corse. Vous voyez, Brandon Marotte, Mike Breeden, moins haut niveau, 20 secondes, 1 minute 25. Nazim, Ismaël, des combats contre du monde un peu plus haut niveau. Ismaël Bonfim, moins à mon avis. Mais c'est des combats où on dirait qu'il a essayé de se pacer un peu plus. Il devrait pas, parce que même s'il se pace, il n'y a plus de cardio après 5 minutes, ça servirait contre lui. Contre Dauber, il a vraiment blessé Dauber hard avant de gaz out et de se faire knocker lui-même. Fait que vous voyez le profil type du gars. Puis ici, contre Kyle Nelson, c'est un dog, mais j'ai l'impression qu'il n'a peut-être pas la durabilité pour passer le early storm contre Terrence McKinney. Pour battre Terrence McKinney, il faut que tu sois extrêmement durable et résilient. Kyle Nelson est résilient, oui, c'est un dog, mais je pense pas qu'il a la durabilité à toute épreuve. Il a perdu 3 fois par knockout en carrière. Il s'est fait sonner à plusieurs reprises aussi. Wobble. Des belles performances, des beaux upsets. Souvent, son dernier fight contre Evola, c'est vraiment un fight weird. Il aurait dû gagner ça par KO au first round. Mais c'est ça, tout de même un gars dangereux, puis down d'échanger, mais je pense que il va avoir de la misère à rivaliser early avec la vitesse puis l'explosion de McKinney. Il va probablement se faire clip, ou même sa lutte défensive n'est pas excellente. Je pense que McKinney pourrait le takedown avec aisance là, en début de combat. Peut-être du ground and pound, aller chercher un choke. Je pourrais pas dire la façon qui va le terminer la plus fréquente, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que McKinney passe au travers Nelson dans ce combat-ci. S'il passe pas au travers, ben McKinney il va gaz out après 3 minutes, puis c'est Kyle Nelson qui va le finir, c'est sûr et certain, j'ai aucun doute là-dessus. Personnellement, j'ai pris un poke Terrence McKinney to win in round 1 à plus. Toutes les markets étaient vers plus 110, j'ai eu du plus 160 sur un site, fait que je trouvais que c'était une belle value ici. Puis c'est ce qui concorde avec les conditions de victoire de Terrence. Toutes ses victoires au UFC sont au premier round. Je pense pas que ça va changer s'il gagne ici. C'est pratiquement comme si tu bettais son money line, là, c'est de même que je vois ça. Du Kyle Nelson, round 1, round 2, ça pourrait être des sneaky props aussi. Si vous pensez qu'il va gagner, je suis sûr et certain qu'il va finir Terrence, mais un peu plus tard dans le combat. Fait que bref, il va y avoir de l'action. Clignez pas des yeux quand ça va commencer. C'est pas le temps d'aller vous chercher une bière ou d'aller à la salle de bain. Donnez-moi Terrence McKinney. Finish round 1 assez rapidement, j'ai l'impression. Next, on a Mansour Abdulmalik contre Yousri Belgaroui. Honnêtement, 2 prospects intéressants dans la division. 9-0-1 Mansour et 9-3 pour Yousri. Yousri qui a un background en kickboxing, je ne me trompe pas, il s'est même battu contre Alex Pereira. C'est pas 1 ou 2 fois. Fait que bon, très bon striker. Du côté de Mansour, un background un peu plus au niveau de la lutte même. 28 ans, Mansour, 33 pour Yousri. Un combat chez les middleweight. 6 pieds 2, 6 pieds 6, donc 4 pouces de plus de taille. Mais la portée, c'est 1 pouce de plus du côté de Mansour. Communauté qui est quand même partagée ici, même qui favorise Belgaroui, qui est le underdog au niveau des odds. On va aller voir si ça va bouger.
Un petit peu, l'argent qui rentre sur Yusri Belgaroui, puis c'est le side que je vais prendre, je crois, dans ce combat-ci. Mansour, bon prospect, il cogne très dur. Oui, il a le background de lutte, mais j'aime pas nécessairement tout ce qu'il démontre là, dernièrement. Contre West Schultz, écoutez, il s'est fait out-grapple lui-même, lui qui a un background en lutte. West Schultz qui l'a amené au sol. Puis on l'a vu récemment, le Schultz au UFC. Son UFC début, il s'est fait smoke par un autre prospect. Là, ça n'a pas été drôle pour réussir à amener le combat au sol. Il s'est fait démolir. Fait une victoire correcte, mais qui ne vieillit pas nécessairement super bien. Contre Dusko, knockout, ok, fine. Nick Klein, qui n'est pas un super gars haut niveau, il s'est fait wobble hard avec un spinning back fist elbow au premier round. Fine, là, ça peut arriver à tout le monde. Mais il s'est aussi fait contrôler pendant, je ne pourrais plus dire combien de temps exactement, 3 minutes de contrôle contre Nick Klein qui a concédé. Et c'est le combat suivant pour moi qui est le red flag, c'est contre Cody Brundage. On le connaît, Brundage, Bondage même. Oui, comme dur, mais Mansour Abdul-Malik qui est super patient, qui appuie pas sa pédale. Il respecte un peu trop, je pense, la puissance là, de Cody. Il se passe pratiquement rien pendant les 2 premiers rounds, donc super low output. On dirait qu'il craint quasiment là, le power, le striking de Cody. Finalement, il y a une séquence bizarre là, au 3e round. Il y a comme un head clash, je sais plus trop. Puis il casse ça un no contest, un draw en fait. Ils vont à la carte des juges, mais c'est comme un 1 sur la carte. Là, fait que ça devient un majority draw. Donc vous voyez là, il y a eu un headbutt, c'est ça, intentionnel. 18-20, 19-19, 19-19. Fait qu'il y a 2 juges qui ont donné un round à Cody. Pas super bon look. Contre Trocoli, fine, là, il a choqué au premier round. Trocoli qui a mis sa tête dans une guillotine. Mais bref, même s'il cogne dur, qu'il a sur papier un bon wrestling, je trouve qu'il manque un peu de volume, d'intensité. À moins qu'il smell le blood, là il va ouvrir la machine, mais sinon un peu plus rough, j'ai l'impression. Puis du côté d'Yusri, on le dit rapidement, là, mais le dos d'un gros background de striking, debout, beaucoup plus technique que Mansour, utilise bien sa portée, bon jab, travaille avec les tapes, bon footwork, bon déplacement également. Première fois Contender Series contre Tulio, qui est un autre bon striker, et c'est principalement fait takedown et contrôlé au sol, puis c'est ça qui a fait perdre le combat en grande majorité. Puis Yusri, il y a un bon get-up game, si on veut, mais contre la cage. S'il est flat sur son dos en plein milieu de l'octogone, c'est plus rough un petit peu pour lui, peut concéder du control time, mais je pense qu'il a tout de même amélioré cet aspect-là. Il travaille d'ailleurs avec Alex Pereira, puis je pense le chum Glover Teixeira sur son Ju, son get-up game, etc. Après ça, il y a une victoire à Contender Series contre un dude haut level. On ne checkera pas trop ça, mais sa dernière win apparaît bien contre Azamat Bekoev. J'étais assez high sur Azamat, qui est il a du power dans ses mains, mais il a une bonne lutte, justement. Puis Azamat qui réussit à obtenir des takedowns, mais absolument pas capable de garder Yusuke là, au sol. Et debout, il se fait piece up. Vous voyez les coups significatifs, 102-24, c'est même pas proche. Mon pick, c'était Azamat. Je me suis fait burn sur ce combat-là. Yusuke m'a vraiment, vraiment surpris. Vous voyez, il a give up 3 takedowns au premier round, 2 minutes de contrôle, mais il se relève pratiquement à chaque fois. Puis il réussit tout de même à outstrike Azamat 37-10 malgré tout ça. Donc bon cardio, bon output, bonne technique debout. Pas nécessairement le plus gros power puncher, mais à force de l'usure et de cumuler de dégâts, il peut aller chercher des finishes. Précis, 73% de précision dans ce fight-là. It's looking good. Puis il termine finalement Azamat Bekoev qui fatigue au dernier round. Je pense qu'il a un excellent cardio, une bonne durabilité. Il a quand même mangé des patates là, dans ses combats. Tallman defense, pareil, là, c'est un peu grand, le chin un peu up. Fait que si Mansour il réussit à toucher avec une patate sa babine, ça pourrait être Night Night pour lui. J'en conviens. Mais je m'attends à un combat peut-être un petit peu plus slow pace à distance où Yusri a plus d'activité, plus de volume. Il est bon pour evade, circuler autour de la cage sans se faire clinch ou takedown. Si Mansour réussit à l'amener au sol, ça se pourrait. Mais je pense que Yusri va probablement être capable là, d'annuler ça en se relevant rapidement. Dans le clinch, il est très dangereux aussi. Bon frame, des fois les coups de coude. Fait que, bref, je pense que Yusri, à plus money, c'est un bon play ici. Mansour, écoutez, c'est un bon prospect, mais il faut qu'il me le prouve. S'il réussit à passer Yusri in good fashion, je vais peut-être être back là, sur
de son côté avec un peu plus d'espoir, mais en ce moment, là, il faut vraiment qu'il me démontre plus que ce qu'il a fait là, dans le passé. C'est un step-up en compétition pour lui. Pour Yusuke également, mais je pense que Yusuke, il fait plus de progrès et il a plus d'outils là, pour aller gagner ce combat-ci. Fait que donnez-moi le Belgaroui pour la victoire. Next, on a un autre fun fight sur la table en Julian Erosa qui va affronter Lerian Douglas. On a Erosa 31-12, Douglas 13-5. Gros favori tout de même. Pardonnez-moi. Quand même des grosses cotes là, pour un combattant qui fait son UFC début. Mais je prends son bord là, clairement ici. Un combat chez les 145 livres. 30 ans, 36 ans pour Erosa. Erosa qui a l'avantage de taille là, de 4 pouces et la portée de 2,5 pouces. Communauté qui est pas mal du côté de Douglas à 79% comme vous voyez ici. Au niveau des odds, ça n'a pas trop bougé là, en ce sens. Écoutez, Douglas, oui, c'est son premier combat au UFC, mais c'était un champ chez LFA, si je ne me trompe pas. Il a tout de même affronté des gars assez solides. Puis écoutez, sa boxe, il cogne tellement dur. Son check hook est vraiment nasty. Son check hook, mais son right hook aussi. Le dude, il frappe comme un tank. Parfois un peu plus low volume, oui. S'il contre quelqu'un de plus évasif, qui bouge side to side puis qui engage pas trop, ben ça peut donner des combats un peu plus slow pace. Mais je pense pas que ça va être le cas ici. Puis oui, il y a plusieurs KO à sa fiche. Là, vous voyez, 7 wins by knockout, mais souvent, c'est pas des TKO. C'est vraiment des KO. Puis son adversaire, là, il dort complètement. À Contender Series, 36 secondes, là, il a annihilé Cam Teague. Pauvre Cam. c'était pas drôle. LFA, ces deux derniers fights, justement, je vous disais qu'il a affronté des gars décents. Javier Reyes, qui vient d'avoir sa première victoire au UFC récemment, il l'a complètement knocké au deuxième round. C'était assez violent. Même chose pour Elijah Jones, il l'a mis out. Il y a une coupe de défaites à sa fiche, des revers. Il s'est fait finir lui-même contre Isaac Thompson, pas le meilleur look. Il se fait head kick, puis finalement, c'est comme s'il y avait un délai. Là, c'est pas un super good look, mais écoutez, un head kick dans la tronche, ça peut arriver à tout le monde. Puis sinon, décision unanime contre Gonzalez. Puis après ça, ça remonte à loin. Là. Vous voyez, Chepe Mariscal s'est fait choquer. Mais Chepe, c'est un solide fighter également. 2017, ça fait un bail aussi. Je peux lui donner un pass là-dessus. Donc oui, grosse boxe, très puissant. Mais sa base, c'est la lutte. Je me trompe pas, il faisait des grosses compétitions déjà de lutte en 2012. Ça remonte à loin. Donc c'est quelque chose que je me questionnais contre un Julian Erosa qui a mixé là, le grappling puis qui a un bon sub-game. Puis de son côté, Julian, pas qu'il est mauvais, mais je pense qu'il n'a vraiment pas le style pour contrer Lerian Douglas. Pourquoi? Erosa, il a un gros output, beaucoup d'agression, fait que très offensif, mais sa défensive est à chier, on va le dire comme ça. De 1, sa défensive est vraiment pas bonne, puis de 2, il se fait crack à répétition, surtout récemment, là. Je veux dire, il n'est plus capable d'encaisser les mêmes shots là, qu'antan. Il s'est fait knocker hard par Padilla, Caceres. Il y a 7 défaites par KO, là, ça en dit long. Puis avec l'âge, le dégât, ça se cumule. Mettons que Ryan a une grosse lacune au niveau du grappling. J'aurais pu le voir justement utiliser cet aspect-là pour aller chercher la victoire. Mais là, je pense que Erosa, justement, il va amener le fight à Douglas. Il va lancer une shit tonne de coups, mais justement, sa défense qui est très très poreuse va l'ouvrir au compte. Fait que d'après moi, il va se faire contrer. Probablement un gros check hook. Ça va arriver tôt dans le combat, c'est mon feeling. Là, je pense que Julian Erosa il va se faire allumer. Peut-être même endormir, qui sait. Mais un prospect vraiment intéressant, là, Douglas. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va amener à la table. Puis à mon avis, il va passer le Erosa test in good fashion. Oui, il y a un tricky style, il y a plus d'expérience, c'est un dog, mais je pense que justement, qu'est-ce qu'il amène à la table va complètement être son pire ennemi dans ce duel-là. Fait que donnez-moi Douglas by knockout. Next, Michael Chiesa, son combat de retraite contre Nico Price, qui prend le combat relativement short notice, si je ne me trompe pas. 19-7 pour Chiesa, 16-10 pour Nico Price, qui est, on s'entend, sur une run assez douteuse. 38 ans pour Chiesa, qui se fait quand même vieux également. 36 pour Price. Combat chez les welterweight. 6 pieds 1 versus 6 pieds. Price qui a 0.5 pouces de plus de reach. Communauté all over Chiesa. Puis écoutez, ce ne sera pas un super long breakdown. C'est drôle parce que c'est rare que
On va regarder les odds avant, c'est vrai. Moins 900 pour Kiesa. Je veux dire, fine, je pense qu'il gagne, là, mais moins 900, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça reste un welterweight de presque 39 ans. Soyez prudents tout de même. On pourrait avoir des surprises, mais d'après moi, il devrait. Ça va être un des rares combattants qui va avoir son combat de retraite victorieux. On a eu Robbie Lawler une couple d'années, contre Nico Price d'ailleurs. Puis Eric Anders la semaine passée ou l'autre d'avant. Ben, d'après moi, on va en avoir un autre ici. Qui est mainly un grappler. Il y a eu, tout de même, c'est un vet du UFC, s'est battu contre les meilleurs. Il tend à ralentir le pace. C'est rare qu'on va voir des grosses guerres back and forth avec Michael Chiesa. Striking correct là, du stance gaucher, mais pas un super high output, pas une super grosse puissance de frappe. C'est vraiment au sol qui est dans son élément, qui est à son meilleur. Clairement ici. Puis du côté de Nico Price, ils peuvent tout faire, entre autres. D'ailleurs, avoir des enfants. D'après moi, il est là juste pour faire une passe de cash puis nourrir ses 7-8 kids, justement. Besoin de mettre du pain sur la table une fois de plus. Mais il revient d'une grosse défaite par knockout au premier round, 6 semaines. Déjà que sa durabilité était très compromise, à mon avis. Là, ça va pas. C'est fait finir à maintes reprises. On l'a dit, là, il est 1 et 4 sur ses 5 derniers combats. Si on regarde plus loin que ça, je pense qu'il est, je l'ai noté, il est 2-7 et 1 no contest dans ses 10 derniers fights depuis 2020. Fait que pas un bon look. Même s'il est plus jeune, il y a énormément de millage. Il s'est fait knocker 6 fois, donc principalement au UFC, souvent des knockouts assez brutales. Puis je regardais en termes de statistiques, quand on parle de millage, tu sais, Chiesa, oui, il est plus vieux, mais Chiesa, dans toute sa carrière au UFC level, on parle de 20 combats, il a encaissé 342 coups significatifs en 20 combats. Donc ça vous donne une idée. Puis à l'inverse, Nico Price, dans ses 10 derniers, je ne les ai pas tous comptés, là, mais dans ses 10 derniers fights, Nico Price il a encaissé 700 coups significatifs. Et non seulement 700, il s'est fait knocker à 3 reprises, je pense. Là, fait que ça vous donne une idée là, de la différence de millage que les deux ont sur leur corps. Je pense justement à Nico Price, il a levé sa main pour ce fight-là. Il avait besoin de remplacer en dernière minute. Il a besoin d'une petite passe de cash. Michael Chiesa, pas le plus gros power puncher. Fait que peut-être que pour lui, la threat du knockout est un petit peu moins là. Mais je pense que Chiesa, s'il veut, il va pouvoir amener le combo au sol. C'est quand même drôle. Je disais que c'était un low output guy. Mais la performance qui a fait le plus de coups significatifs en 20 ans, c'est son dernier fight contre Court McGee. Son high de 72, il n'avait jamais fait plus que 60 quelque chose. Vous voyez, 59 ici, je pense que c'était le plus qu'il avait fait. Fait que, bref, gros output. Je pense qu'il reste, il reste du gaz là, pour un dernier fight. S'il amène le combat au sol, je crois qu'il peut soumettre Nico Price assez aisément. Puis même debout, je pense qu'il va être plus responsable à distance. Donc, in-out, très mobile. Va toucher Nico Price à souhait. Reste Price, il est dangereux tout de même. Il faut faire attention. Un gros power shot pourrait le toucher. Mais tu sais, Michael Chiesa qui s'est démontré durable au fil de sa carrière, il a perdu par KO une seule fois. Puis je pense qu'il s'est fait knockdown. S'est-tu déjà fait knockdown au UFC? Je pense pas même. Même s'il a perdu par KO, aucun knockdown. Fait que bref, je pense qu'il est plus durable. Je pense que debout, il a les outils pour rivaliser avec Price. Au sol, c'est le jour et la nuit. C'est un meilleur lutteur. Puis même, je voyais du monde qui parlait du Michael Chiesa knockout cette semaine. Tu sais, Price veut pas, il est tellement compromis. Peut-être que Michael Chiesa pourrait avoir son premier KO pour son dernier fight. Who knows, KO ou TKO au sol. Puis les cotes sont quand même juicy, je pense. Chiesa knockout, ok, ça l'a diminué, là, du plus 700, plus 800. Correct, mais je pense que c'était dans les coins de 1000 cucks en début de semaine. Fait que, bref, Michael Chiesa qui va terminer là, sa carrière en beauté là, ce samedi. Demi-finale, un autre fight super intriguant entre Maycee Barber et Alexa Grasso. Maycee Barber qui est en ce moment 15-2 chez les pros, 16-5 et 1 pour Grasso, qui est favorite là, du côté de Maycee Barber en ce moment, 27 ans versus 32 ans. Un bébé pour la division, puis il a beaucoup d'expérience là, pour son jeune âge. Un combat chez les Women's Flyweight, 5-5, 5-5, la portée, un pouce de plus pour Grasso. Communauté un peu plus du côté de Barber. Puis même les odds, je pense que c'est ça aussi. Moins 185 pour Maycee Barber. Honnêtement, c'est mon pick Maycee dans ce combat-ci. Mais je trouve que les odds sont
un peu wild là, dans ce cas-ci. Je pense que ça devrait être un petit peu plus serré que ça. 50-50 ou très proche. Maycee Barber et Alexa Grasso qui se sont déjà battus. En fait, la dernière fois que Maycee Barber a perdu, c'était contre elle. Donc, vous voyez, ça remonte à 2021. Maycee, elle avait 22 ans, qui est toute jeune, encore en apprentissage. Je pense qu'elle a vraiment évolué depuis, plus que Alexa Grasso. Donc, elle avait perdu ses 2 fights ici. Elle s'était blessée au genou contre Modafferi, je pense. Mais bref, perdu contre Grasso. Décision 2 premiers rounds à Grasso, fine. Grasso qui a la meilleure boxe. Maycee Barber, elle amène beaucoup d'agression, encore une fois. Donc, elle fonce, mais Grasso qui est capable d'aller chercher des gros comptes et de timer les entrées. Au niveau du clinch, c'était beaucoup 50-50 là, dans les 2 premiers rounds. Les deux avaient des moments. Maycee Barber, pas vraiment là, de takedown. Grasso qui a un très bon jiu-jitsu, qui réussit à threat Maycee avec des sub-attempts quand ça va au sol early. Mais au 3e round, là, Maycee Barber qui pète un câble, là, qui met de la pression là, comme jamais. Elle lène des gros power shots, elle réussit des takedowns. Je veux dire, elle brasse vraiment Alexa Grasso au 3e round. Même si les 2 premiers, elle se faisait lead-up debout puis dominer. À mon avis, elle a montré que quand elle était dans la zone, elle pouvait rivaliser avec elle. Au début, c'était beaucoup des air punch. Elle est super loin, elle lance des jabs, elle est hésitante, elle ne trouve pas son range. Mais au 3e, quand elle décide d'y aller, puis que ses coachs disent là tu as besoin de 15 minutes de ta vie, elle ouvre la machine. Fait que assez impressionnant. Après ça, vous voyez, belle petite run ici. Il y avait le pépin, là, elle a eu un séjour, on se souviendra, contre Erin Blanchfield, le combat qui a été annulé pendant le walkout, carrément. Dernier fight contre Karine Silva, tout de même serré, mais elle va chercher la victoire. Elle a le meilleur debout, super agressif, puis on voit qu'elle a fait du progrès depuis. Sa boxe est beaucoup plus crisp, son striking est upgradé. Elle est capable de switcher de stance, donc gauchère, droitière, peu importe. Elle a un clinch très agressif. Une fois dans le clinch, elle lance des shots de partout. Les coudes, les genoux, ça arrive d'angles spéciaux. Elle commence à développer sa physicalité, sa lutte également, capable d'obtenir des takedowns. Elle tend des fois à tomber dans des positions compromettantes, entre guillemets, au sol. Contre Karine Silva, il y a une guillotine à temp, ils n'ont pas compte officiel. Mais elle réussit pas à closer. Elle se retrouve en genre de reverse triangle, mais elle réagit bien. Karine Silva qui jump un heel hook, finalement ça a été à son détriment. Mais bref, Maycee Barber qui est de plus en plus complète, puis c'est une absolute dog. Elle fonce non-stop. Puis du côté de Grasso, justement, elle a eu sa victoire contre Maycee Barber. Après ça, on le sait, elle a eu 2 autres wins, puis elle a eu sa trilogie de Shevchenko. Fine, mais je pense qu'un peu à l'image de Moreno puis Figueiredo, tu sais, quand tu te bats 3-4 fois contre la même personne d'affilée, je pense pas nécessairement que c'est le meilleur look parce que tu te prépares tellement pour des styles spécifiques que tu sais, après ça, tu sors un peu là, tu sais, sur combien d'années 2023, 2023, 2024, ça fait 2 ans et demi que tu te prépares pour la même personne. Tu sais, tu développes pas nécessairement ton skill set autre, tes skill sets autres. Fait que pas ce que je préfère, là, on va dire. Elle a été championne, fine. Il y en a qui disent flou, d'autres non. Après ça, le draw, il y en a qui disent qu'elle aurait dû perdre, non. Grasso, solid box. Après ça, elle s'est fait exposer ici, là, complètement contrôlé au sol par Valentina. Je pense pas nécessairement que ça va être le cas là, ici. Puis contre Natalia Silva, son premier combat post-Valentina, Silva qui est pas du tout le même genre de combattante que Maycee. Là. Natalia Silva qui est extrêmement mobile, in-out, elle bouge non-stop, beaucoup à kicking range. Alexa Grasso avait pas vraiment les... C'est pas un bon style pour ça. Là, Maycee Barber, elle va amener de l'agression. Alexa Grasso, elle a une meilleure boxe, je pense encore. Elle est plus crisp. Donc, Maycee Barber qui push le pace, ça va donner des opportunités à Grasso de striker avec ses mains, c'est sûr et certain. Plus d'expérience. Mais j'ai l'impression que depuis justement leur premier affrontement, Maycee Barber a fait beaucoup plus de progrès là, que Grasso. Elle est plus jeune, elle évolue plus vite, certes, mais aussi, si le combat il part à l'image du 3e round de leur premier affrontement, ce que je crois qu'il risque fort d'arriver, Maycee Barber, elle va la take down, elle va la brasser, elle va placer du ground and pound, elle va la clincher, elle va être très offensive. Si ça part comme ça, on va le voir assez vite. Là. Je pense que Maycee Barber va être capable de edger. Puis d'ailleurs, j'écoutais une entrevue d'elle pas plus tard que ce matin. Puis c'est ce qu'elle disait. Elle disait, tu sais, c'est du unfinished business. C'est la Maycee du round 3 que j'amène à table. Fait que
si c'est vraiment ça qui se passe, puis d'ailleurs, c'est ce que je pensais, c'était mon read avant même d'écouter l'interview. Ça a juste appuyé un petit peu plus là, ma façon là, de penser. Je pense que Maycee Barber va arriver guns ablaze, elle va mettre de la pression, elle va mixer les takedowns early, souvent, très agressive au sol avec le ground and pound dans le clinch. Fait que, bref, je pense que son ceiling à ce point-ci de leur carrière, respectivement aux deux, est un petit peu plus élevé. Puis je pense qu'elle va nous le prouver là, ce samedi. Donc, donnez-moi pas Alexa Grasso, Maycee Barber. Probablement décision. Grasso est tough. Barber est tough aussi. Dans tous les cas, même je pense que ça va aller à la scorecards. Over 2.5, ça va être un bon parlay piece, j'ai l'impression. Peut-être les significant strikes, stats, etc. Fait que donnez-moi le Maycee Barber pour venger sa dernière loss au UFC. Et la finale, on a Adesanya qui va affronter Joe Pyfer. Adesanya, l'ex-champion, 24-5, 15-3 pour Pyfer. Favori du côté de Adesanya. Pour l'âge 36 ans, 29 ans, combat chez les middleweight. 6 pieds 4, 6 pieds 2, avantage de range là, pour Adesanya. Communauté qui est plus de son bord. Et les odds, ça n'a pas vraiment bougé. Écoutez, je pense que je vais finir avec un dog shot, surprenamment, pour la finale. Je vous explique pourquoi. Je pense qu'Adesanya, ses plus beaux jours sont derrière, oui. Je pense qu'il commence à ralentir un petit peu dans plusieurs aspects. Oui, le menton qui s'est fait crack à plusieurs reprises. Mais même son cardio, j'ai l'impression qu'il commence à être des combats qui tendent à ralentir. Mettons le round 4 contre Dricus, il commence à ralentir. Même chose contre Strickland en fin de combat. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit hic avec son cardio. Même aujourd'hui, la pesée, c'est un des combattants qui avait l'air le plus drainé là, sur la balance. Je pense qu'il a peut-être la tête ailleurs un petit peu. Ça fait 14 mois qu'il ne s'est pas battu. Il y a plusieurs projets sur le side. Est-ce que ça va aller en s'améliorant? Je ne sais pas. Fait que ça, c'est des facteurs plus des intangibles, kind of. Mais ce que j'aime pas, c'est que dans ces 3 dernières défaites, puis c'est déjà arrivé quelques fois dans le passé, mais notamment ces 3 combats les plus récents, c'est les mêmes choses qui donnent le plus de succès à ses adversaires. Puis c'est quoi? Il se fait backer, il se fait mettre de la pression. Ses adversaires, ils lancent un jab une main avant. Israël Adesanya, soit il sort un petit peu la tête ou il parie, mais il descend toujours sa main gauche quand il est en stance gaucher. Je ne sais pas s'il veut aller comme initier un counter left ou whatever, mais il drop sa main gauche après le jab. Puis l'adversaire, que ce soit Imavov, Duplessis ou Strickland, ils vont rentrer avec la grosse main arrière, parfois straight, parfois en overhand, ou même Imavov en uppercut. Puis la deuxième main, elle connecte solide la plupart du temps. Si ça ne connecte pas, souvent, mettons dans le passé, tu regardes même le début du premier fight contre Dricus qui fonce, qui enchaîne les combos du même genre, main avant, main arrière. Mais Israël, il bouge beaucoup avec ses pieds. Mais là, c'est comme si, ok, soit il recule un peu sur le jab, mais il reste planté sur le direct, puis là, il se fait clipper solide au lieu de sortir. Puis ce qui arrive ici, c'est que Joe Pyfer, sa meilleure arme, c'est son overhand right, sa main arrière fesse en sacrament. Je pense qu'Israël Adesanya, il n'a pas affronté de gars qui cognent aussi dur que Joe Pyfer depuis longtemps. Des arguments pour Pereira, oui, clairement que c'est un très très gros power puncher, on va se le dire. Mais Joe Pyfer, son overhand right, c'est no joke. Puis je pense qu'on va savoir, peut-être pas assez vite, là, mais si le combat commence et que Pyfer il arrive à mettre de la grosse pression en partant, c'est pas un bon signe là, pour Adesanya. Je vois quelque part dans le fight, Israël, je suis sûr qu'il va look good early. Il va sûrement outpoint Joe Pyfer, il va travailler avec les kicks, avec son jab à distance, il va être très mobile sur le back foot. Mais à un moment donné, tout moment, je pense que ça prend un overhand puis c'est terminé. Joe Pyfer qui rentre avec un jab, un overhand. Israël drop sa main gauche, il se fait clipper solide sous l'oreille, sa babine, knockdown. C'est pas un finish en ground and pound. Je pense que Joe Pyfer, il pourrait aller le terminer avec la sub, un peu à l'image de Duplessis au 4e round. Mais écoutez, si vous regardez Sean Strickland, quand il a droppé Israël Adesanya, c'est quoi? C'est la main avant suivie de la grosse main arrière. Boum! Israël, il s'expose, il se fait drop. Puis tout au long du combat, Strickland qui a eu beaucoup, beaucoup de succès avec sa main arrière. Dricus, kind of, même chose. Pas à tous les moments, mais tu vois quand Dricus il rentre avec 1, 2, voire 3 shots, puis qu'il va terminer avec sa main arrière, il connecte très, très souvent. Puis Imavov, même principe. Tu le vois dès le premier round. La première fois qu'Imavov il le fait, la main arrière, elle passe à ça de toucher.
mais Israël est réussi à sortir du range. La deuxième fois, Imavov il rentre avec son jab, mais arrière, cette fois-ci uppercut, ça touche de plein fouet, probablement le meilleur coup du premier round. Puis au deuxième, ben ça prend une shot, Nassourdine qui rentre, hop, mais avant, boum, il rentre avec la main arrière. Puis c'est ça qui fait dropper Adesanya. Fait que c'est comme si tout ce que je vois de lui, c'est des performances qui déclinent. Puis sa faiblesse, c'est une des meilleures armes de Joe Pyfer. Maintenant, on a parlé du striking. Si ça va au sol, je pense que Joe Pyfer, il a un meilleur jiu, mais on s'entend Israël, il est difficile à mettre à terre, d'amener au sol. Je pourrais voir un scénario où il réussit à avoir des takedowns. Évidemment, Pyfer très physique, bonne lutte. Au niveau du jiu, Pyfer, black belt, je pense qu'il a les outils pour donner des problèmes là, à Adesanya. Par contre, il n'est pas parfait non plus, Chum Pyfer. Je comprends qu'Adesanya, il est striker beaucoup plus technique quand même. Puis Pyfer, la seule fois qu'il a fait un 5 rounds contre Hermansson, ben ça s'est pas viré contre lui. Il a gagné les 2 premiers rounds, à mon avis, de façon assez convaincante, mais après ça, ça s'est corsé 3, 4, 5. Pas nécessairement un problème de cardio. Oui, il ralentit, mais il swing encore des gros punches, il garde la puissance. Je pense que c'est les low kicks d'Hermansson qui ont fait une différence. Il y a vraiment les jambes compromises là, au 3, 4, 5. Fait que, tu sais, Adesanya, il pourrait utiliser ce genre de game plan-là, d'essayer de chopper les jambes de Pyfer à côté puis de rester mobile. S'il se fait pas cock en début de combat, ça pourrait donner un gros upside plus tard dans le fight, certes. Donc oui, Adesanya pourrait peut-être trouver un finish un petit peu plus late ou gagner la décision, mais au début, les 2 premiers rounds, 2-3 premiers rounds, ça va être vraiment, vraiment dangereux. Puis après ça, ben écoutez, le chum Barrio, il s'est fait allumer over and right, une seule. Kelvin Gastelum, knockdown, over and right. Abus Magomedov, knockdown, je vais vérifier dans mes notes, mais il me semble que c'est l'over and right aussi. Ouais, exactement ça qui l'a knockdown. Fait que c'est vraiment sa meilleure arme, puis il en a placé d'autres dans le passé, là, mais si on regarde ce qu'il a fait récemment, Pyfer hit comme un mad truck. Il y a Dean Thomas dans son coin. J'adore ça le voir là. Un esti de bon mind dans le game. Je pense qu'ils vont arriver là avec un game plan solide. Ça va late. Je pense qu'Israël Adesanya pourrait fatiguer également. Fait que, écoutez, Joe Pyfer, donnez-moi Joe Pyfer, du New Blood dans la division. C'est triste, mais je pense que le Adesanya era est complété. Un combattant que j'aime bien. Mais c'est le temps pour la relève. Quel âge Pyfer, on le rappelle, là, juste 29 ans, beaucoup de progrès. Ses lignes assez élevées dans les divisions. Je pense qu'il va avoir le upset là, demain. Fait que that's it, gang. Voici mes reads pour UFC Seattle. Je vous souhaite une bonne carte. Je vous souhaite de cacher vos bêtes. Soyez responsables. Si jamais vous avez des match-ups, vous voulez discuter, n'hésitez pas. Puis là-dessus, that's it. Je vous souhaite une belle fin de journée. Peace.